Une réplique en dit long, je ne suis pas habitué, c'est dire toute la complexité de cette situation. Retour en 1988. Monsieur Soro-Péajac, cher invité, vous étiez encore à quatre pattes lorsqu'apparaissait sur votre auriculaire droit un furon. En conséquence, vous pleuriez donc tous les soirs, de quoi inquiéter sérieusement vos parents. Oui, ils étaient très inquiets, déjà qu'ils avaient déjà perdu des enfants et ils ne savaient pas de quoi je souffrais, vu que je ne savais pas parler. Ils avaient déjà perdu des enfants, c'est-à-dire qu'avant vous... Oui, ma mère a eu au total 10 enfants, mais nous sommes restés 5. Oh. Donc, elle est... Vous avez donc perdu des grands frères? Oui, j'ai perdu des grands frères que je n'ai pas connus. Au nombre et de le combien? dernier, c'était mon petit frère, quand j'avais 5 ans. D'accord. Ok. Poursuivez votre histoire. Et ils ne savaient pas de quoi je souffrais parce que tous les soirs je pleurais, ils ne savaient pas et ils m'ont traité des vers dans le ventre, des migraines qui n'existaient pas. Et après avoir été à l'hôpital pour faire des analyses, ils ne découvraient pas de quoi je souffrais, toujours. Et c'est un jour, pendant que ma mère m'allaitait, d'après ses dires, elle touchait un peu à mon corps et puis en touchant... Elle vous tâtait un peu? Oui, elle me touchait un peu, elle regardait un peu comment est-ce que je vais. Et en touchant à ma main droite, tout de suite, j'ai arraché ma main et c'est là qu'elle a vu le furoncle, mais c'était déjà très avancé. Et là, ils ont commencé le traitement avec du beurre de karité parce que j'étais à Korogo et puis d'autres plantes, mais la situation devenait plus grave et il a fallu faire des opérations chirurgicales. Voilà. Alors, cette opération chirurgicale a eu comme conséquence... A déformé un peu ma main. Déformé. Et plus tard, quand je suis allé à l'école, en classe de CP1, bon, c'est unique. J'ai fait le centre de veille de Korogo, un centre où on va quand les parents n'ont pas de moyens, où encore quand l'âge est vraiment dépassé. Et c'est là que j'ai appris à lire et à écrire d'abord en sénoufo, ensuite en français et puis après en anglais. Et c'est là que j'ai découvert le dessin. Ah, voilà, en classe, je dessinais beaucoup parce que un mercredi, lors de la récréation... Alors, voilà, vous arrivez à un point qui est très important. Oui. C'est-à-dire, votre découverte de l'univers du dessin est due, en réalité, à la réaction de vos copains de classe sur la différence de votre doigt. Je veux dire que vous avez un doigt différent. Je ne dirais pas forcément un doigt malade. Non, ça ne gêne pas. Mais voilà, un doigt différent. Alors, vos petits copains qui découvrent le doigt différent réagissent dans un esprit de moquerie. Oui, ils se moquaient beaucoup de moi. Il y en a qui m'appelaient Neuf, il y en a qui m'appelaient Jeff Hardy. Neuf, pourquoi Neuf? Neuf parce qu'ils se disaient que mes 5 doigts de la main gauche plus mes 5 doigts de la main droite ne fallait pas 10. Ne faisaient pas 10. Ne faisaient pas 10 et ils se moquaient de moi, tout ça. Et c'était un peu difficile à cet âge-là. Je me suis replié sur moi et c'est bizarre, mais je dessinais beaucoup. Et c'est un jour, pendant que j'étais en train de dessiner en classe, que le maître a fait cette photo-là en souvenir et il a dit plus tard peut-être que je deviendrai un artiste. Mais je pense qu'il a été visionnaire. Ah ouais. Alors, donc on entend bien que toutes ces moqueries vont créer une situation, vont vous pousser dans l'autarcie, à vous replier sur vous-même et trouver refuge dans le dessin. Alors qu'est-ce qu'à l'époque vous représentiez comme dessin? Je représentais mes héros de bande dessinée. On a Iron Man pour Dr. Phil. Oui, je représentais presque tous les vos héros de bande dessinée à l'époque? Je regardais beaucoup Tarzan, j'ai regardé aussi Mowgli et aussi C'est de mai, la forêt, je crois, il y avait aussi... Le livre de la jungle. Le livre de la jungle et tout ça. Et tout ce qui se passe, je dessinais tout. Tout ce qui me tombait sous la main, tout ça. Et plus tard... Et qu'est-ce que ça vous procurait un bien-être intérieur. Je me sentais bien quand je dessinais. Vous trouviez la paix? J'étais apaisé, j'étais tranquille. Mais par contre, je n'aimais pas trop dessiner. Je dessinais quand, franchement, je ne savais plus quoi faire. Mais sinon, j'aimais plus jouer au ballon. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et au quartier, on me connaissait que footballeur. Et en secret, dessinateur. C'est ça. Et le dessin est venu, il s'est imposé à moi. Oui, il est né de cette situation voilà. de santé. Alors, de quoi va être fait la suite de votre parcours? Et ensuite, j'ai découvert mon doigt et j'avais très honte au quartier. Et beaucoup de personnes se moquaient de moi, particulièrement une personne
qui va devenir plus tard une de mes sources de motivation. Et pendant la crise de 2002, celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. C'est une sacrée histoire. Hein. Oui, on a grandi ensemble, mais chose bizarre, quand on était tout petit, quand on faisait papa et maman, elle était toujours mon épouse. Ah bon? Et c'est qui après, quand on a annoncé au quartier qu'on voulait se marier, les gens disaient, oh, ce sont des... C'est encore du jeu comme ils nous ont habitués. Oui, on s'amusait, voilà. Et mon père prenait toujours les photos et j'ai retrouvé une photo où on était encore tout petit et j'ai dit, waouh. Voilà, aujourd'hui, elle est devenue mon épouse et elle m'a donné un petit garçon. Et voilà, on découvre à l'écran. Qui est aujourd'hui l'une de mes plus belles. C'est laquelle sur cette photo? Elle est à l'extrême gauche de la photo. À l'extrême gauche de la photo. Et moi à l'extrême droite. Et non, il y a précision et non à l'extrême droite. D'accord, c'est super sympa. Ouais. Une beauté toute nature. Hein. Alors, déjà, pour revenir aux moqueries, comment elle, de son côté, se riait de votre situation? Elle se moquait tellement. Enfin, riait de votre situation? Oui, je souffrais beaucoup de ces moqueries. C'était quoi ces parce mots? que c'était ma voisine, elle était toujours à côté et elle se moquait beaucoup de moi. Oui. Elle disait quoi? Elle disait, j'ai un petit doigt, en Sunfo, on dit Kabanyung, ça veut dire que tu as un doigt qui n'est pas... Kabanyung? Oui, Kabanyungo. Ça veut dire que oui, tu as un tout petit doigt et je me sentais vraiment mal. Elle disait pas chérie neuf? Non, non. Ok. Alors, en 2002, pour continuer à la faveur de la crise qui s'écoule à Côte d'Ivoire. Oui, en 2002, j'avais le niveau 4e quand il y a eu la crise et toutes les écoles étaient fermées et je flânais dans les rues de Korogo. On va préciser qu'à cette époque-là, vous étiez à Korogo? Oui, à cette époque, j'étais à Korogo et toutes les écoles étaient fermées. Et je flânais là dans les rues de Korogo, je faisais rien. Vous avez stoppé en classe de 4e? Oui, j'avais le niveau 4e. Et c'est là que mon beau, celui avec lequel j'ai, M. Soro Télémoro Célestin, avec lequel j'ai appris à dessiner et à lire en Senefo, va me suggérer d'aller m'inscrire au centre artistique de Korogo, qui était en ce moment-là la seule école qui était ouverte. Et c'est là que j'ai fait mon premier portrait, c'était celui de mon grand frère. Et il m'a bastonné. Hein. Il m'a dit que j'ai déformé son visage. Parce qu'on dormait ensemble. Voici le portrait qui a provoqué... Voilà, c'était mon premier portrait. Je l'ai encore, je l'ai caché et j'ai mon cahier encore aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on ait juste en face la photo du grand frère pour voir jusqu'où la déformation s'est réalisée. Ah non, mais moi je l'ai réussi. Hein. Moi je pense que je l'ai réussi. Et lui, il ne s'est pas retrouvé dans cette photo. Et lui, il ne s'est pas retrouvé dans la photo. Il m'a récupéré après dans la chambre et il m'a tiré les oreilles. Voilà. Et plus tard, j'ai continué à dessiner. Je suis sorti du centre artistique de Korogo. Vous avez fait une formation qui s'est déroulée de 2003 à 2005. Vous en êtes sorti avec un certificat d'études des arts plastiques. Exactement. Et comme mon père est catéchiste, je faisais beaucoup les dessins à l'église. Et c'est là que j'ai rencontré des missionnaires de Mankono, qui est une ville qui est située à 226 km de Korogo. J'adore la précision. Eux, ils vont m'inviter, je suis allé là-bas plusieurs fois, ils vont m'inviter à venir chez eux pour faire des dessins. Et quel type de dessin? Parce que là, on est dans des dessins religieux, de la peinture religieuse. De la peinture religieuse. Voilà, j'ai fait les 14 stations. Pas sur les murs du temple? Il y a certains qui ont été sur le mur, mais la plupart, c'était voilà, sur des toiles qu'on mettait en décor lors des grandes solennités ou encore des cérémonies. Ok. Voilà. Et c'est là qu'une sœur va remarquer que je suis resté là, alors que c'est la rentrée scolaire. Elle va me dire, mais écoute, c'est la rentrée, tu ne retournes pas à l'école? J'ai dit non, j'ai quitté l'école, ça fait 3 ans. Elle va me dire, non, il faut que tu retournes à l'école. Parce qu'avec le dessin, demain, tu peux devenir quelqu'un de grand si tu as des diplômes. Et elle a insisté tellement qu'elle a contacté des frères qui sont au collège catholique Marcellin Champagnat, qui vont accepter de me recevoir. Et ils m'ont fait passer un test. J'ai réussi à avoir la moyenne dans toutes les autres matières, sauf en mathématiques et en physique, où j'ai eu respectivement 1 et 2. Les bêtes noires. Et ils m'ont dit, écoute, tu n'as pas le niveau, on va te prendre en classe de 5e. Et si après on voit qu'il y a de l'amélioration, on va t'aider à passer le BEPC. Et j'ai commencé en 5e. Il y avait des tout petits garçons dans la classe et je me sentais mal à l'aise parce que au collège catholique, c'était des enfants, quoi.
Et moi, je gagnais déjà bien ma vie, j'arrivais à m'en sortir et puis bon, je dois retourner à l'école, c'était difficile. Vous arrivez à vous en sortir grâce au travail que je faisais. À ce qu'on appelle ici à Abidjan les gombos. Les gombos, voilà. Les dessins que vous faisiez pour des particuliers. Je faisais d'abord sur les t-shirts des groupes de quartier et après sur les 4x4 aussi de la rébellion. J'ai aussi fait des dessins. Ils m'ont sollicité aussi à l'église, tout ça. Donc je faisais tout, je dessinais tout. Et c'est là que je vais reprendre les cours. Et au premier trimestre qui était déjà passé, je n'étais pas classé. Au second trimestre, j'étais deuxième. Et après, j'ai été deuxième au troisième trimestre. Et après, en quatrième, j'ai eu une très forte moyenne. J'ai été premier des classes. Et là, les professeurs m'ont encouragé. Ils m'ont dit, écoute, on va t'encadrer pour que tu puisses passer le BEPC en quatrième. Et j'ai présenté le BEPC en quatrième. Je l'ai réussi avec 160 points. C'est un beau parcours, une dynamique, cette recherche de l'excellence qui vous a poussé encore plus loin puisque vous allez dans le processus découvrir le lycée d'enseignement artistique. C'est ça, parce que les moqueries que j'avais subies ont créé en moi une certaine rage. J'avais vraiment la rage de réussir. De prouver qu'avec cette main-là, je pouvais faire quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, je découvre le lycée d'enseignement artistique grâce à un grand frère qui était en séjour à Korogo, qui m'a dit, mais écoute, tu peux revenir à Abidjan pour faire le lycée, l'INSAC, c'est comme ça qu'il m'a présenté l'école. Et j'arrive, je découvre le lycée d'enseignement artistique qu'on intègre avec le niveau BEPC. Et là, je veux m'inscrire, on me dit que tu n'as pas le niveau parce que tu n'as pas le troisième bulletin de la classe de troisième. Alors que j'ai eu mon BEPC en quatrième. Et j'ai demandé pardon, j'étais, je crois, 735e personne sur la liste. Et quand ils m'ont accepté, j'ai présenté le concours et nous allions pas concourir pour 41 places. Et j'ai été premier de ces 41 personnes. Quel exemple. Wow. Je vous avais promis une émission très inspirante et là on y est franchement. Vous avez réussi à surmonter tout ce que ça pourrait produire comme complexe et là je parle des moqueries de l'entourage, cette situation particulière dans laquelle vous étiez et surtout à garder le cap, à tenir le bon rythme, cette recherche de l'excellence dans le parcours scolaire. Du coup, vous êtes fait une place, vous avez rejoint finalement le lycée d'enseignement artistique. Et quand je dis à ma mère que j'étais premier, elle m'a choqué parce qu'elle m'a dit que ce n'est pas difficile d'être premier dans la vie. Le plus difficile, c'est de rester premier. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je n'ai que pour concurrent moi-même. Et en seconde, j'ai été premier aussi, en première, premier, en terminale, premier. Et ça ne s'est pas arrêté. Vous avez eu un bac, un bac H avec mention, vous étiez major de votre promotion. Oui. Vous avez eu même la chance, je crois que cette année-là, l'opportunité d'aller poursuivre vos études au Maroc. Je devais partir au Maroc et puis il y a eu la crise post-électorale de 2011. Et du coup, on était en retard sur le Maroc. Donc l'INSAC, le lait avait déjà fait partie ceux qui pouvaient partir, qui pouvaient encore partir. Et là, j'ai été obligé de rester à l'École nationale des beaux-arts où j'ai continué mes études. Et ensuite, j'ai eu le DAG, une licence en art visuel. Non, non. Là, ça se compliquait un peu. Oui, et parce que j'avais eu ce choc-là, je ne me voyais plus ici. Je voulais forcément partir parce qu'on nous a appris que pour réussir en art, il fallait forcément aller. Il fallait forcément aller de l'autre côté, voilà. Parce que là, on n'était pas valorisé ici. Et c'est ce qu'on nous disait. Donc, du coup, je voulais forcément partir. J'aime vraiment bien ce type de détails parce que ça parle forcément à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont encore en eux enfoui ce rêve d'ailleurs, le rêve de s'exporter, espérant que leur vie s'améliorera loin des frontières de leur pays. Et pourtant, on peut bien réussir ici. Bien sûr. Votre histoire va nous le témoigner, le prouver tout à l'heure, la fin de votre histoire. On peut rester sur place, déployer notre talent et devenir plus qu'envié. C'est ça. Et Et au terme de votre formation, pour faire peut-être un peu court, vous avez décroché le KPS. KPS, c'est ça? Le bac plus 6 Oui, KPS, c'est le certificat d'aptitude à l'enseignement
artistique supérieur. Ok. Et donc c'est un niveau Bac plus 6 que vous avez décroché en 2018 qui vous donne aussi droit au professorat, c'est-à-dire qui vous capacite pour devenir professeur en essence d'affectation. Super. Et est-ce que vous avez déjà pris fonction en tant que professeur? Pas encore. Pourquoi? Mais j'ai fait mon stage l'année dernière et on attend toujours qu'on nous affecte parce que j'ai été affecté au ministère de la Culture et on doit nous affecter dans les différentes écoles. Mais déjà, bravo, franchement, bravo pour ce parcours. Alors, à l'INSAC, petite question avant la pause. À l'INSAC, quel regard vos amis de classe ont porté sur votre doigt différent? Il y en a qui disaient que ce sont les Sunfo, on les connaît avec les médicaments, il a dû vendre son doigt pour savoir dessiner. Et aujourd'hui, il y en a qui le disent. Ah oui? Oui, je l'entends souvent. Et moi, il pense à ça tout de suite. Il a vendu son doigt pour savoir dessiner. Premier, là, c'est pas simple. Je suis religieux. Et comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de Ça me coule sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Bravo, vous avez réussi à faire un mental assez solide. Allez, mesdames et messieurs, c'est une très très belle histoire. Vous vous en rendez déjà compte. Nous allons en découvrir encore plus donc juste après la ponctuation commerciale. Merci de rester avec nous sur RTI1. Encore une fois, les applaudissements du public.